Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans et une fois de plus prendre un rendez-vous dans ce cadre de cette mission au cœur de la société où nous avons l'habitude de recevoir de personnalités, alors des gens outillés dans différents secteurs ou matières pour nous éclairer la lanterne. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'actualité demeure la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pas seulement ça, mais aussi le congrès étant entendu, qui est programmé finalement pour la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Alors, comprenez qu'une fois de plus, le président Mbosso et Bahati se sont accordés pour l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, sur ces plateaux, on reçoit pour vous le coordonnateur de la fondation Auguste Mampouya Forever. Il s'appelle Maître Trésor Lungungu. Avec lui, nous allons surtout rétablir la vérité, comme il aime bien le dire. La loi a été violée, la constitution a été vraiment saccagée et violée. Je pense qu'il est là, il est expert, il est constitutionnaliste. Et d'une certaine manière, il pourra rétablir la vérité à sa façon, bien sûr. Pourquoi pas, cela pourra vous convaincre et vous aider à comprendre le droit ainsi que la science. Alors, maître, soyez les bienvenus sur notre plateau. Ça va, merci beaucoup. Ça va faire très longtemps, tu es mbioté parce que l'émission elle est bilingue, comprenez. Ton côté français, ton côté appelé lingala. Pour ceux qui nous suivent, surtout pour la bonne compréhension, les spectateurs nous sont. Il n'y a pas longtemps qu'on ne vous a pas reçu, vous allez qui vraiment à huis clos, on a préparé thèse, ça on ne peut pas commencer cette émission sans le dire. Je crois que bientôt là, vous allez appeler Nganga Yamaele. Non, très bientôt, tous allons déjà en esprit. Donc voilà. Nangana précisé pour Batumususu Yamakele les Barako polémiquer sur Yango. Je suis publiciste internationaliste. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup Ndagunanga. Je suis content de venir. On ne peut pas commencer cette émission bien que Tourbe Tamasolo est à droit et à constitution sans pour autant parler de ce qui s'est passé à Goma. Goma a fermé ses portes. La grande barrière, la petite barrière a été fermée. On a suivi le maire de Goma demander aux policiers d'instruire leur famille. Ba maman, ba jeune fille, bana, ba se préparer, ba simba, oignon se izokisaka, oignon se blessaka pour que te défendre l'intégrité nationale, surtout monguna kota na Goma te. N'habite message on a suivi Olanda qui yango et ça va qui on est. Bon, moi l'ingana pe ça n'a précisé le moko. Je pense que c'est quand même décevant. Comme on a que problème il y a sécurité dans l'est des eaux perdurées. Vraiment mingi. Le président Kabila, quand il était au pouvoir, a compris que pour rétablir paix dans l'est et au Congo, il fallait d'une part avec les groupes congolais, autodéfense, pour régler la situation à Bango, mais avec certains groupes qui sont nourris et financés par l'étranger. Notamment les Rwanda, parce qu'il faut citer nommément. Les langages de la guerre, voilà quoi. C'est un groupe qu'on a défait, qu'on a combattu. Mais je pense que le président Tshisekedi, à tort ou à raison, avait cru qu'il pouvait embrasser le président Kagame. Il pouvait l'embrasser, et il l'a fait, il l'a embrassé. Ils ont fait leur convoi de mariage. Et après, il se rend finalement compte que c'est vraiment un traître, c'est quelqu'un d'hypocrite, comme le président Kabila l'avait dit. Je crois que la vérité est en train de montrer au président Tshisekedi qu'il avait tort. Moi, personnellement, je ne pense pas que fermer la frontière terrestre, c'est un problème. À quoi ça sert? Rwandais est en train de circuler sur notre espace. On n'a jamais vu ça sur le président Kabila. Kagame s'est fait de l'argent dans notre pays officiellement. L'exploit de l'or. Sa compagnie d'aviation, Rwandair, est en train de faire de l'argent. Si on a véritablement un problème avec le Rwanda, qui leur donne que Rwandair ne survole pas notre espace territorial. Voilà. Je pense qu'on doit pas être timide. Vous voyez, en Ukraine, le président ukrainien, il a une position.
Mais quand on joue le chaud et le froid, ça ne va pas. Il y a des gens qui meurent. Il faut clarifier cette chose. Les enquêteurs des Nations Unies ont un rapport officiel qui démontre que les M23 est soutenu par le Rwanda. Un rapport officiel qui date aujourd'hui de plus de 5 ans. Vous voyez? Donc, il n'y avait pas lieu pour le président de notre pays d'aller embrasser quelqu'un comme ça. Il voulait effectivement montrer aux gens que c'était une nouvelle stratégie, comme d'habitude, il faut l'approcher. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il doit être honnête et reconnaître qu'il avait tort. Après une telle incursion, est-ce que c'est normal que le gouvernement décide, au lieu de réagir fermement, est-ce qu'on a besoin de ça? Non, moi je pense que quand on est dans la peau des dirigeants... Eux doivent réagir en tuant nos populations, surtout réagissant sur la voie diplomatique. Non, quand on est dans la peau des dirigeants, on ne se comporte pas comme opposant. C'est la grande critique au Tozo Salabandiko. Je crois que là, il ne faut pas reprocher. Quand on envoie quelqu'un pour avoir des éclaircissements au Rwanda, ce n'est pas mauvais. Ça ne signifie pas que nos soldats qui sont au front ne vont pas tirer. Ça fait partie de la démarche qu'il faut mener. Il faut avoir des éclaircissements auprès du Rwanda. Ils ont un ambassadeur ici, on doit l'interpeller, qui nous explique. Nous avons trouvé des engins identifiés comme appartenant au RDF, l'armée rwandaise. Donc, expliquez-nous comment il se peut que les M23 soient trouvés avec les uniformes de l'armée rwandaise, avec du matériel de l'armée rwandaise. Je crois qu'envoyer un émissaire là-bas, ce n'est pas du tout un problème. Ça n'empêche pas nos militaires au front de se battre. Ça, c'est correct. Mais la stratégie que le président Tshisekedi pensait être la bonne aujourd'hui, il doit mettre dans sa tête que le Rwanda ne doit pas être traité comme lui le traite. L'ambassadeur est là, on n'a pas le courage de les convoquer. On doit convoquer l'ambassadeur, c'est la chose la plus simple qui nous explique. Envoyer quelqu'un, il prend l'avion, appelez d'abord celui qui est là. C'est un geste diplomatique fort que de savoir, vous voyez partout au monde, on convoque l'ambassadeur, ne fût-ce que le ministre des Affaires étrangères, qui le convoque, qui nous explique d'abord à notre niveau, et puis avoir cette position ferme contre Paul Kagame, les frères du président Tshisekedi. Mais finalement, on comprend qu'on doit recourir à la force, comme l'ancien Premier ministre Adolphe Mutito l'avait dit, et que pour que la guerre puisse retourner d'où elle est venue, on doit attaquer le Rwanda. Vous êtes de cette avis? Attaquer le Rwanda, moi je suis internationaliste. Je pense que le Congo a le droit de se défendre. Le Congo a le droit d'assurer sa légitime défense. Les jours où nous aurons une armée dissuasive à notre frontière, le Rwanda ne s'hasardera pas. Nous n'avons pas besoin d'attaquer le Rwanda. On n'a pas à aller chercher. Attaquer le Rwanda, c'est violer son intégrité territoriale. Nous ferons ce que nous lui reprochons. Je ne veux pas qu'on tombe dans les mêmes pièges que lui. Lui nous a agressés, c'est mauvais. Nous allons aussi l'agresser. Moi, je pense que ce que nous avons à faire, c'est de repousser l'armée rwandaise en dehors de notre territoire. On se limite là. Il n'y a pas de diamants là-bas, il n'y a pas de l'or qu'on va aller chercher. Maintenant, nous devons avoir une armée dissuasive. De sorte que Kagame réfléchisse 3 fois. Mais puisque vous nous ramenez au droit international. Mais aller violer son intégrité territoriale, c'est engager notre pays sur une voie historiquement. Nous ne sommes pas provocateurs de nos voisins et violer son intégrité. C'est vrai, les gens vont dire, lui il nous agresse, on l'agresse. Non, non, c'est pas parce que quelqu'un t'a tapé que tu dois le taper. Mais qu'est-ce que le droit prévoit quoi? À chaque fois qu'il y a incursion d'une armée étrangère sur notre sol, donc on les repousse, ils sortent, prochainement ils vont revenir. Mais qu'est-ce qu'il faut On ne va pas se lasser de les repousser. Nous, notre travail, ça doit rester de les repousser. J'ai fourni une réponse responsable. Je ne peux pas dire qu'on doit attaquer le Rwanda. Les propos du Premier ministre Adolphe, je comprends, il dit qu'on doit faire la guerre. Il ne dit pas qu'on doit attaquer le Rwanda, arriver à Kigali. C'est engager le Congo dans une violation du droit international. Le Congo a toujours dénoncé la violation du droit international. Le Congo ne deviendra pas lui-même les chantres les violateurs du droit international. Mais nous avons un droit naturel de nous défendre, de repousser les M23, de repousser l'armée rwandaise au-delà de nos frontières. Ça, c'est un droit, on ne peut pas nous le refuser. Nous sommes en droit de le faire et de saisir toutes les instances politiques au niveau international, le Conseil de sécurité, pour qu'il y ait une position claire sur cette affaire. Il y a des rapports des Nations Unies sur lesquels on peut s'asseoir, sur lesquels on peut tabler pour obtenir la condamnation de tous ceux qui appuient les M23. Alors, maintenant, c'est à nos dirigeants de savoir ça. Donc, pour clarifier ma position,
attaquer le Rwanda, ce n'est pas une très bonne chose, parce qu'il faut aussi être diplomatiquement solide. Parce que quand vous attaquez, on vous condamne. Et nous devons savoir si nous avons diplomatiquement la force de résister à toutes les condamnations qui vont suivre une telle attaque. Mais nous devons nous donner les moyens de faire peur à tous ceux qui tentent de nous agresser. On comprend que vous êtes chantre de la paix et vous luttez surtout pour rétablir la vérité. C'est ce qui nous amène à parler de la Cour constitutionnelle. Nous avons tous suivi ce qui a été fait. Le président Kalouba a été destitué de ses fonctions à l'issue d'un tirage au sort qualifié d'irrégulier par certains. Et on voudrait bien revenir entre vos mains. Vous comprenez bien comment fonctionne la justice. Déjà que certains pensent qu'aujourd'hui, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle s'est fait déjà de manière à violer la Constitution. C'est très dangereux, mon frère Patrick, qu'une institution qui se trouve au cœur du processus électoral, comme la Cour constitutionnelle, soit l'objet en 3 ans des manipulations éhontées de la part des autorités actuelles. C'est décevant parce que nous venons de commencer par les M23 et tout, mais lorsque on tripatouille la Constitution, lorsqu'on prend des décisions en violation de la Constitution, on ne va pas s'étonner qu'il y ait des rébellions demain. On ne va pas s'étonner. Parce que la Cour constitutionnelle est un acteur très important du fonctionnement de nos institutions. On lui a donné les garanties de l'indépendance. On a évité qu'un individu puisse à lui seul décider sur les sorts de ses membres. Parce que si un juge de la Cour sait qu'à n'importe quel moment, telle personne peut me virer, me chasser de la Cour, il lui sera fidèle. Or, le juge qui doit sa position à quelqu'un, il n'est plus indépendant, il n'est plus impartial. Nous avons besoin d'une Cour constitutionnelle indépendante pour non seulement le fonctionnement normal de nos institutions, mais pour les élections de 2023 qui arrivent. Voilà pourquoi moi je suis très inquiet de l'allure que prennent les choses, parce que, comme vous venez de le dire, ce n'est pas un tirage au sort. Ça, c'est une révocation du professeur Kalouba. Il y a eu un lapsus, vous avez dit qu'il a été révoqué. Effectivement, il a été révoqué en violation de la Constitution. Or, on ne peut pas révoquer un juge. Le principe de l'inamovibilité des juges de la Cour veut que dès qu'ils sont nommés, investis, ils ne peuvent quitter leur fonction que pour des causes prévues par la loi et la Constitution. C'est-à-dire soit la mort, soit l'acceptation d'une fonction incompatible, soit le tirage au sort, soit la fin de leur mandat. Maintenant, le tirage au sort a été institué pourquoi? Le tirage au sort a été institué parce que notre Cour a 9 juges. Les 9 juges ont un mandat de 9 ans. Ils ne peuvent pas tous 9 partir au même moment. Sinon, il n'y aura pas de l'expérience au sein de la Cour. On va perdre cette expérience-là, les gens qui connaissent la maison. Ici, chez vous, il y a quand même quelqu'un, quand vous recevez un nouvel agent, un nouveau personnel qui arrive, il connaît les anciens à qui peut poser la question où est-ce qu'on prend le micro, où est-ce qu'on fait ceci ou cela. Voilà. C'est cet esprit-là qui a amené les rédacteurs de la loi de prévoir un tirage au sort chaque 3 ans. De manière que la fin de mandat de nos 9 juges ne coïncide pas à la même année. Que tous ne sortent pas de la Cour au même moment. Il faut qu'on ait des anciens dans la Cour qui ont l'âme de la Cour, qui ont l'esprit de la Cour. C'est comme ça que la Cour a été prévue dans la Constitution de 2006, mais les juges ont pris officiellement fonction en 2015. Donc 3 ans après, en 2018, il y a eu tirage au sort. Mais le tirage au sort a coïncidé avec la démission de 2 juges, le juge Essambo et le juge Baniako. Avec la mort d'un juge du quota président de la République, le prof Essambo, émané du Conseil supérieur de la magistrature, Baniako, il venait du Parlement, et il y avait un juge décédé qui venait du quota président. Donc, on a trouvé qu'il n'y avait plus lieu de tirer au sort parce qu'il y avait un renouvellement automatique. On a procédé au remplacement en 2018. Il fallait attendre un autre tirage au sort en 2021. Mais quand on arrive en 2021, pratiquement
on est dans le même contexte. Le président Tshisekedi se décide d'envoyer des rétrogradés, des juges à la Cour de cassation, parce que c'est vraiment rétrogradé. Ces juges-là, ils sont à la Cour constitutionnelle, ils ont leur mandat en cours, vous les nommez à la Cour de cassation. Nous avons suivi, j'ai même commenté ça sur ce plateau, ils ont écrit que nous voulons rester, ils voulaient carrément créer de l'espace. Mais bon, ils sont partis. Le juge Luamba, il a démissionné, il n'a pas démissionné, il a démissionné, il n'a pas démissionné, finalement il est parti. Et le professeur Mvundawe qui est parti au Conseil d'État. Donc il y a eu 4 postes entre 2019 et 2020. Vous voyez? Donc, il a reçu le membre de la Cour, le président Tshisekedi. Il a reçu le membre de la Cour qui lui ont dit que normalement en 2024, vous devez procéder, 23, vous devez procéder au remplacement. Mais comme le contexte, il est déjà tel qu'il est, il y a déjà un remplacement automatique, un renouvellement automatique. Il n'y a plus besoin de procéder de tirage au sort. Il a accepté, ils ont fait un procès verbal du renouvellement automatique de la Cour. Après 9 ans, vous partez, l'autre remplace. Oui, c'est maintenant, il n'y avait plus de tirage au sort à effectuer. Parce que le tirage au sort ne s'effectue qu'après 3 ans. Mais bizarrement, en 3 ans, on procède à des tirages au sort. Parce qu'il y a eu le tout premier, je vous ai expliqué le contexte, il y a eu 2 juges partis, et les juges Luamba et tout, ils ont été remplacés. Et un procès verbal a ouvert cela. Mais bizarrement, il se réveille un matin, on se sert du tirage au sort comme d'une sanction contre un juge. Ce n'est pas l'esprit. C'est comme ça que les rédacteurs de la loi, l'honorable Edeli Sesanga, quand il dit les choses, bon, certains qui ne comprennent pas les condamnent, effectivement. L'auteur d'un exposé magistral à l'Assemblée nationale. Le tirage au sort n'a pas été institué pour servir des sanctions contre un juge. Je vous ai expliqué la raison d'être de cette institution. C'est de permettre à ce qu'il y ait des juges qui sortent avant les autres pour garder l'ancienneté, pour garder l'âme de la Cour. Mais quand vous vous en servez en violation de la loi, parce qu'il y en avait déjà entre 2019 et 2020, vous venez en 2021, en 2022, parce qu'en réalité, il fallait le faire en 2021. Vous avez même suivi un des constitutionnalistes dont je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire sa publicité. Je n'étais pas au pays. Il a crié ici, il fallait tirage au sort parce qu'il pensait être dans la Cour. Il a crié par-ci, par-là en 2021. Il pensait être à la Cour. On lui a dit non, on avait déjà procédé au remplacement, il n'y a plus besoin d'un tirage au sort. Bon, aujourd'hui, peut-être qu'il a l'Assemblée, premier vice-président, peut-être qu'il ne va plus parler, mais il avait fait des bruits en 2021. Parce qu'il savait que les tirages au sort après 2018 devaient se faire en 2021. Mais voilà, en 2022, personne ne s'attendait à un tirage au sort. Donc c'est malvenu, c'est contraire à la loi, à l'esprit de l'état des droits. Parce que l'état des droits... Ça, c'est caporaliser la justice. Oui, oui. L'état des droits voudrait que les juges soient libres, que les juges ne soient pas soumis à des contraintes. Je vais anticiper une question, je sais que tu vas la poser. Les gens qui disent, mais non, il a été accusé de corruption, Matata lui a donné de l'argent. J'ai une réponse. Non seulement que... Effectivement, ça, tous ces brouhahas viennent du procès Bukangalunzo. Alors que le professeur Nyabirungu défendait contre le juge Kalouba. Et pratiquement, on a senti qu'il y a eu un tournant décisif qui a acquitté Matata. Et finalement, le chef de l'État se retrouve sans ce qu'il voulait. Oui, les gens... Selon certains, on est dans le conditionnel. On est dans les rumeurs, effectivement. Mais rentrons dans ces rumeurs-là. Je connais le juge Kalouba. S'il vous plaît, nous connaissons des constitutionnalistes dans ce pays. Le professeur Kalouba, c'est un homme respectable. Intègre. Si vous approchez ceux qui fréquentent la faculté de droit, ceux qui pratiquent les droits au Congo, vous direz c'est un homme respectable. Ne jetez pas du n'importe quoi sur son honneur. C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que vous vous attendiez à ce qu'il condamne quelqu'un. Déjà, c'est mal parti. Mais pourquoi la culture de la démission n'existe pas? Il pouvait démissionner avant qu'on puisse organiser le tirage au sort. Non, mais non. Démissionner, il a un mandat. Il terminait le mandat du juge Luamba. Le mandat du juge Luamba était en cours. Pourquoi démissionner? On a senti ces malaises s'installer. Non, les vrais problèmes, Patrick, c'est qu'on ne peut pas attendre qu'un juge rende une décision selon nos besoins. Pour plaire aux dirigeants. Non. Ce n'est plus de l'indépendance de la justice, ce n'est plus l'état de droit dont certains chantres montent tous les jours en train de crier. Non. Un juge
il dit les droits suivant les convictions, suivant l'essence qu'il donne à la loi. Il a dit qu'il n'était pas compétent. Je ne suis pas d'accord avec son point de vue parce que j'ai un autre point de vue. Pour moi, il faut qu'il existe au moins un juge pour un ancien Premier ministre. Mais il a dit ce qu'il a dit. Vous ne pouvez pas commencer à lui en vouloir parce qu'il n'a pas fait ce que vous attendiez qu'il fasse. Là, vous remettez en cause son impartialité et son indépendance. Ce n'est pas correct. Autre chose. Supposons ce n'est pas la première fois qu'on cherche à avoir la même mise sur la Cour constitutionnelle. Les élections approchent, nous savons tous le grand rôle que va jouer cette Cour. Supposons que la rumeur sur la corruption est vraie. Mettons que c'est vrai. Mais est-ce qu'au président de la République de sanctionner un juge corrompu? Attention, on est en train de donner beaucoup trop de pouvoir au président. Non, mais indirectement, le chef d'État ne s'est pas prononcé là-dessus. Non, ça risque dans les spéculations. Oui, les gens qui nous suivent ont besoin d'être édifiés, ont besoin d'être informés. Le président de la République n'a pas la sanction contre un juge qui a corrompu. Il ne lui appartient pas. Disons, s'il n'était pas juge de la Cour constitutionnelle, il faut une procédure disciplinaire contre un juge accusé de corruption. Et le Conseil supérieur de la magistrature s'occupe des juges comme ça. Les juges de la Cour ont un statut particulier qui est organisé par une ordonnance. Il fallait carrément l'appliquer. Au lieu de se servir du tirage au sort comme une sanction, le chef de l'État, il est membre de l'exécutif. Vous voyez, il n'a pas à aller sanctionner un juge qui est membre du pouvoir judiciaire. On est dans la confusion, on est perdu. Donc c'est comme ça que dans tous les cas de figure, même si leurs sales accusations contre la personne du juge Kalouba étaient vraies, c'est faux, même si c'était vrai, ce n'est pas au chef de l'État de sanctionner un juge. Ce n'est pas non plus au tirage au sort d'être utilisé comme sanction. Il y a des voies pour mettre en cause un juge accusé de corruption. Si vous avez les preuves, effectivement. Mais comment il faut procéder puisque vous êtes là Justement, le pouvoir judiciaire a des organes, des instances disciplinaires. Dans le Conseil supérieur de la magistrature, pour les juges de la Cour, pour les juges de la Cour, ce n'est pas la loi sur le Conseil supérieur. Il y a effectivement la loi sur le statut des magistrats, c'est pour tous les autres magistrats, sauf ceux de la Cour constitutionnelle, qui ont une ordonnance qui organise leur statut personnel et qui prévoit comment sanctionner un juge ils ne sont pas intouchables. Ils peuvent être sanctionnés, mais pas de cette manière-là. C'est comme ça que dans tous les cas de figure, ce qui s'est passé est contraire aux lois de la République. Mais encore une fois, une provocation qui met à mal le processus électoral. Donc vous pensez que c'est honteux et ça ne doit plus se répéter? Non, mais ça s'est déjà répété, c'est la deuxième fois. Je vous ai rappelé l'épisode des juges qu'il a nommés à la Cour de cassation, contre leur gré. Ils lui ont écrit, non, nous choisissons de rester. Vous voyez, donc depuis que le président Tshisekedi a pris le pouvoir, le président, il est en train de travailler pour un second mandat et non pour changer le pays. Voilà la vérité. Et c'est que les gens ne veulent pas dire. Il fournit tous ses efforts. À l'Assemblée, on a donné des jeeps pour changer la majorité. À la Cour, on a continué. Ça s'est fait à chaque législature. Non. Depuis que Mouzé... Non, il faut clarifier. Depuis que Mouzé Kabila est arrivé à Kinshasa, il ne faut pas que l'opinion... Il y a des jeeps offertes aux députés. On n'a jamais offert des jeeps aux députés dans l'histoire de ces pays. Les députés de toutes les législatures qui ont eu des jeeps ont souscrit des crédits à des banques qui leur ont acheté des jeeps à crédit et il y a des traces. Mensuellement, on prélevait sur leurs émoluments de l'argent pour payer ça. Cette fois-ci, c'est un don du chef, comme l'honorable Mbosso l'avait bien dit. On a donné des jeeps. Même bien avant, il y a un honorable député qui avait dit pour faire partir Makunda, nous avait promis des jeeps. Donc ça, c'est un cadeau, ça n'a jamais existé. Que les gens ne confondent pas des jeeps pris à crédit avec un don du chef de l'État. Il y a une question certainement, les téléspectateurs pourront bien savoir. Vous criez à corps et à cri. Vous ne voulez, je veux dire, vous dénoncez tout ce qui est fait par le régime Tshisekedi, alors que sous Kabila, il y a la condition qui a été taillée également sous mesure. Là, vous voulez, si vous vous adressez à moi, vous vous êtes trompé.
Non, parce que là, on Justement, vous je suis a en pas train de vu vous à répondre. l'époque. On vous avait pas vu à l'époque pour chercher à recadrer la situation. Pourquoi Non, vous le faites si cette vous ne fois-ci? nous avez pas vu, c'est que vous n'avez pas fourni d'efforts. Je suis en train de te répondre. Premièrement, moi je suis du RADER, je suis secrétaire général adjoint du RADER, du parti du professeur Auguste Mampouya. Je suis coordonnateur de ASAMAF, Affinité Scientifique Auguste Mampouya Forever. Donc, les gens peuvent taper sur Internet, ils verront que sous le président Kabila, quand on a révisé la Constitution en 2011, c'est la seule personne qui a dénoncé cette révision comme violant l'article 220, c'est les profs Mampouya, c'est les RADER, c'est ASAMAF. Encore une fois, dans l'affaire Trésor Kapou, quand la Cour suprême a dit que la motion de censure est un acte législatif, encore une fois, la seule personne qui a dénoncé cette forfaiture sous le président Kabila, c'est les profs. Nous, on n'a jamais ménagé quiconque. Nous disons les choses objectivement. Tout ce que j'ai dit, ils peuvent les taper sur Internet, ils vont vérifier. Mais ce qui est étonnant, autant nous avions dénoncé ce qu'il y avait à dénoncer. On ne pouvait pas dénoncer. Le président Kabila a fait de bonnes choses, on dénonce. On a dénoncé dans l'affaire Kapoukou, on a dénoncé. Dans la révision de 2011, on a dénoncé beaucoup de choses. Aujourd'hui, heureusement pour nous, l'Internet garde des traces. Les gens peuvent vérifier ce que je dis. Mais quand nous dénonçons les choses aujourd'hui, nous les faisons aussi objectivement. Nous ne condamnons pas tout. Mais si tout est à condamner, on va les condamner. Si tout ce qu'il fait est à condamner, on va les condamner. Mais si parmi ce qu'il fait, il y a des bonnes choses, on va se taire, on va les louer et tout, voilà. On reste dans la procédure. Alors que les choses se sont passées, telles qu'elles se sont passées au niveau de la Cour constitutionnelle, on arrive au niveau de l'Assemblée nationale. Les chefs de l'État exigent qu'on puisse convoquer un congrès. Il ne peut pas exiger. Question. Il a instruit. Il a instruit. Il ne peut pas non plus. Il a instruit les deux chambres du Parlement. Il ne peut pas non plus instruire. Excuse-moi. Donc une fois de plus. Excusez-moi de prendre la parole parce que j'ai eu ce débat avec quelqu'un dans un groupe. Les chefs de l'État ne peuvent ni instruire, ni exiger. Il ne peut pas. Et les remplacements d'un juge au niveau de la Cour constitutionnelle, ça vient non, disons que le Parlement est une institution à laquelle le président de la République doit s'adresser avec respect. Et les dirigeants des chambres doivent comprendre qu'ils sont des responsables des chambres parlementaires et qu'ils ne sont pas des subalternes du chef de l'État. Voilà, il faut rentrer dans l'esprit. Ça, c'était juste par rapport au terme. Et vous avez raison. Quelqu'un d'autre l'a dit, il doit rappeler à l'ordre. Non. Le président de la République, si je prends les termes de l'article 69, assure par son arbitrage les fonctionnements réguliers. Donc, il est garant du bon fonctionnement des institutions par son arbitrage. Les gens doivent lire la Constitution et comprendre les termes. Ça ne fait pas de lui le chef du Parlement, il doit donner des ordres. Non. On est dans un État dit des droits. Dans une république, il y a la séparation des pouvoirs. Le président de la République peut rappeler. Il peut recommander au chef des chambres ce qu'ils peuvent faire. N'est-ce pas? Mais les termes qu'on utilise, on veut les faire passer. On veut effectivement les faire passer pour les chefs du Parlement. Il n'en est pas pouvait poursuivre. Je voulais apporter cette précision. Parce que effectivement, les gens se servant sur un attribut garant du bon fonctionnement, qu'ils comprennent mal. Quand il est garant du bon fonctionnement des institutions, il ne devient pas juge, il ne remplace pas Mbosso, il ne remplace pas Baet, il ne devient pas son chef. Lui, on dit par son arbitrage. Il est là, il dit voilà ce que vous pouvez faire, mais ils ont les pouvoirs de faire ce qui, dans l'intérêt du peuple, et conformément aux lois et à la Constitution de la République, ce qui leur semble correct. Voilà. On vient d'assister à un épisode malheureux entre un chamaillerie entre les deux présidents. Une lettre, l'autre qui recommande son poulain, et de l'autre côté c'est mal pris. Et finalement, on fixe une date pour le congrès. C'est quoi la procédure pour un remplacement d'un juge? C'est de l'amateurisme tout ça. Tout ça c'est de l'amateurisme. Ça ne se raconte pas comme ça. Nous savons que la Constitution ainsi que la loi, même les règlements intérieurs du Congrès, c'est clair, c'est les congrès. Le Congrès est un organe du Parlement. C'est un organe du Parlement, c'est les congrès qui désignent les 3 membres du Parlement. Mais nous savons comment les congrès arrivent à décider. Il y a une pratique qui a été écrite en droit
les usages, on les respecte. Notre Parlement est bicaméral. Dans ce bicaméralisme, ce n'est pas un bicaméralisme égalitaire. Entre l'Assemblée nationale et le Sénat, le constituant a voulu donner plus de pouvoir autorité à l'Assemblée nationale. nationale. Ouais. C'est comme ça que sur les 3 juges qui viennent du Parlement, 2 viennent de l'Assemblée nationale, 1, il vient du Sénat. Il s'est fait qu'il y a déjà à la Cour 2 juges provenant de l'Assemblée nationale. C'est lui qui doit être remplacé, paix à son âme, qui est décédé, et provenait du Sénat. Donc il n'y a rien de plus normal que ce soit les candidats du Sénat qui soient validés par le Congrès. Alors, ça ne se discute pas en public comme ça. Les gentlemen, les hommes d'État qui connaissent les règles et les usages, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est normal, c'est les candidats du Sénat qui doivent passer. Le président du Sénat va rappeler à son collègue de l'Assemblée, voilà, effectivement, c'est un poste du Sénat. Et le Sénat, les bureaux ainsi que la plénière du Sénat vont présenter un candidat que le Congrès va confirmer. Mais pourquoi nécessairement il doit provenir du Grand Équateur? Bon, la géostratégie la est Cour constitutionnelle, oui, la Cour constitutionnelle demande. La Cour constitutionnelle ne nous dit pas qu'il doit venir du Grand Équateur. Mais la Cour constitutionnelle veut qu'il n'y ait pas des juges provenant de la même province. Je crois que là aussi, on doit réécrire les choses. Il faut carrément parler des espaces. Parce qu'il y a plus de juges dans un certain espace, même si dans cet espace, il y a plusieurs provinces. Nous connaissons nos réalités. On ne doit pas être loin de nos réalités. Effectivement, si la situation est telle que plusieurs espaces et plusieurs provinces sont représentés à la Cour. Ce n'est pas question de représentation provinciale, mais c'est question de respecter la règle qui ne veut pas qu'il y ait plus d'un juge d'une même province. Voilà, je crois que c'est face à cette limite. Mais il n'y a aucune exigence que nous avons 9 juges, nous avons 26 provinces, donc il n'y a pas de problème. La Constitution n'exige pas qu'il y ait équilibre géographique. Non, ce n'est pas l'esprit de cette disposition. L'esprit de cette disposition, c'est d'éviter qu'il y ait 2 juges issus originaires de la même province. La loi a été, je ne dirais pas violée, mais au moins elle n'a pas été respectée. La procédure n'a pas été respectée depuis le sommet. Et pour vous, c'est une entorse à notre Constitution. Comment faire pour rétablir les choses? Il faut un consensus. Il faut un consensus. Je l'ai dit, malheureusement, certains ne veulent pas l'entendre. Ceux qui étaient hier les premiers à appeler au dialogue, aux concertations, et tout. Aujourd'hui, ils sont les premiers. Nous sommes convaincus que dans notre pays, on doit avoir la culture et l'habitude d'organiser des élections dans les délais. Mais cela ne nous empêche pas d'être d'accord sur les acteurs qui interviennent dans les processus électoraux. La loi électorale, la CENI et la Cour constitutionnelle. Et pour ça, moi je crois que la voie de sortie, il y a un climat très malsain qui est instauré maintenant, si bien qu'on n'est pas rassuré d'avoir de bonnes élections. Or, si on n'a pas de bonnes élections, non seulement qu'il y aura une crise de légitimité, on prépare une crise de légitimité, mais aussi on crée des frustrations qui pourront pousser certains à prendre les armes. C'est pas bien. Avec une cour déjà inféodée au départ, parce que tout le monde le sait, la manière dont on nomme les juges là-bas et le travail qu'il aura à faire pour le sens du contentieux électoral, pensez-vous qu'on ait plus de volonté ou encore d'espoir d'aller aux élections? Moi, je ne fais pas les débats sur les modes de nomination de juges. C'est vrai que c'est aussi important, mais je pense que dès qu'un juge est nommé, ça c'est mon maître qui me l'a toujours dit, il doit, même si c'est vous qui me nommez, vous savez que vous m'envoyez à faire un travail de juge. C'est difficile, c'est droit de rédévabilité, là, c'est non, devoir, non, je vous serai rédévable en quoi? Je vous serai rédévable d'avoir... Non, ce n'est pas une opportunité de trouver l'argent. Vous avez trouvé en moi les aptitudes, les qualités morales pour assumer cette fonction, merci. Mais dès que je suis là, j'ai fait ce travail en respectant la loi. Je ne vous dois rien du tout. Je ne vous dois... Et tous les juges doivent se mettre en tête qu'ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un, ils n'ont d'autorité que la loi.
Et c'est comme ça qu'on a mis des garanties. Un juge de la Cour ne peut pas sortir de la Cour par la fenêtre comme ça, en nous disant que c'est un tirage au sort. Alors que non seulement qu'il n'y avait pas lieu de faire un tirage au sort, et qu'en 3 ans, on ne peut pas faire des tirages au sort. Il y avait déjà un tirage au sort, un renouvellement automatique couvert par un PV. Donc tout ça, ça fait qu'il faut un consensus au sein de la classe politique pour l'intérêt du peuple. Je sais qu'on chante l'intérêt du peuple tous les jours. Aujourd'hui, l'intérêt du peuple, c'est ce que le Bloc patriotique est en train d'appeler au consensus. Un consensus. Vous sollicitez un consensus à travers un dialogue? Je ne sais pas s'il y a des gens au Congo qui peuvent être contre un dialogue. Mais je ne parle pas du format du dialogue qui débouche sur les partages des responsabilités. Mais si vous posez la question aux hommes politiques congolais, ils vous diront que ça, c'est pas un problème. Nous sommes défenseurs de la démocratie consensuelle. Interinstitutionnelle, dont les institutions qui sont là, pour certaines, c'est pas légitime. Je pense que quand on va discuter, on ne va pas en qualité d'institutionnel. On va trouver un consensus sur les acteurs qui dirigent la CENI, sur les choix fondamentaux dans la loi électorale. Vous avez suivi l'honorable Sesanga, auteur de la proposition de loi, dire que ce qu'il a proposé a été foncièrement dénaturé. Il faut craindre. On vous propose, on maintient la pratique des suppléants familiaux. Lui pense que tout le monde pense qu'il est aigri et il fait tout pour couler le régime en place. Il ne faut pas tout réduire à des frustrations. Il n'a pas obtenu ce qu'il a cherché, il n'a pas obtenu un poste ministériel dans le G13, alors tout ce que le pouvoir actuel fait ne l'arrange pas. C'est trop facile. C'est trop facile cette accusation. J'aurais cru en ça si ce qu'il dit n'était pas vrai. Mais ce qu'il dit est vrai. Lorsque la loi telle qu'on veut la faire passer là, c'est problématique. C'est problématique. Si ce qu'il disait était faux, j'aurais effectivement dit qu'il est frustré. Mais ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Les options qu'on est en train de retenir dans la loi électorale sont dangereuses. Sont dangereuses pour notre peuple, dangereuses pour notre démocratie, pour notre avenir. D'où il faut effectivement un consensus. Pas un consensus à l'Assemblée nationale, comme certains le pensent. C'est bien, c'est un cadre. Les bâtiments, oui, mais pas à l'Assemblée, parce que l'Assemblée n'a pas, par exemple, la compétence de gérer la réforme sur la Cour constitutionnelle. Les acteurs de la CENI aujourd'hui, ça dépasse l'Assemblée nationale. Il est donc important qu'il y ait un consensus entre les grands acteurs politiques qui prendront part à ces élections, de manière à savoir qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut maintenir. Ok, on ne changera pas les gouvernements, on ne repoussera pas les élections, mais qu'on soit d'accord sur la CENI, la Cour constitutionnelle et la loi électorale. Dans le cas contraire, on est en train de préparer autre chose, ce ne sont pas des élections. Et pensez-vous qu'il y aurait élection en 2023? Je le souhaite bien, je ne pense pas, parce que ça ne dépend pas de ma pensée, ça ne dépend pas non plus de ma volonté. La Constitution dit qu'il y aurait élection en 2023. Des éléments en présence du président de la CENI, le financement, le préalable qu'on doit poser avant ça ne me regarde pas. Les gouvernants sont obligés de nous organiser des bonnes élections en 2023. Parce qu'ils sont arrivés là grâce aux bonnes élections. Ils doivent nous organiser des bonnes élections. Parce qu'ils sont là grâce aux élections. Donc ils doivent organiser des bonnes élections dans les délais constitutionnels. On tourne lentement et sûrement vers la fin de cette émission, mesdames et messieurs. On va peut-être poser une question. Il y a eu récemment réconciliation dans l'espace Grand Katanga. On a vu les deux grands leaders, Moïse Katumbi et Joseph Kabila, se serrer la main. Est-ce que ça vous a fait chaud au cœur de voir, après 8 ans, que ces deux frères... Oui, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir des Congolais se réconcilier. J'ai vu les aînés de Wenge se réconcilier. Ça me fait plaisir aussi. Je vois moi, je ne suis pas du Katanga, mais quand je vois les Katangais se serrer la main, j'attends que chez moi aussi, au Bandundu, on fasse la même chose. Mais seulement ça. On fasse la même chose. Mais je voudrais profiter de ces plateaux pour dire que certaines personnes mal intentionnées disent que c'est nourrir les tribalismes. C'est faux. L'association Grand Kasaï existe depuis quand? Qui a déjà pensé que l'association Grand Kasaï favorise les tribalismes? C'est lui qui pense, qui nous suit, qui pense que l'association Grand Kasaï, qui existe depuis plus de 10 ans, Denis Kamba et tous les autres, s'il pense que c'est le tribalisme, ça va. Chacun a ses origines. Et
en ayant ses origines. Ça, c'est mon prof qui me l'a dit aussi. Chacun a ses origines. Vous ne devez pas avoir honte d'avoir vos origines. Moi, j'ai mes origines, je suis du Bandundu. Même si pour certains, ça cache quelques intérêts électifs et électoraux. Non, mais pourquoi vous allez interdire des acteurs politiques de se rapprocher? Non, ce n'est pas interdit. En quoi c'est problématique? Ils ont leur liberté. Déjà, il ne faut pas politiser cette entreprise. Si c'est pour leurs intérêts futurs, alors là, ça n'a aucun problème. Ils ont le droit de faire leurs calculs. Déjà, l'initiative n'est pas politique. Mais même si après ça, il venait y avoir des calculs politiques, en quoi c'est problématique? Il n'y a pas de problème. Au sein de l'Église, voir un grand leader placé au-dessus des autres, alors que le forum, c'est pour la réconciliation, ça aussi, c'était normal pour vous? Non, mais les protocoles, ils respectent les protocoles. Nous avons un protocole officiel qui sait. Les gens ne doivent pas polémiquer sur tout. Le président Kabila, vous avez vu qu'il a fait un pas vers son frère, Moïse Katumbi, il n'y a aucun problème. Et le fait qu'il soit mis devant, c'est un ancien président de la République. Pas à l'Église. Il est président. Pas à l'Église. À l'Église, il y a un protocole à l'Église. Il y a un protocole à l'église. On n'est pas en enfer. Heureusement que vous dites que c'est à l'église. C'est en enfer, peut-être qu'il n'y a pas de protocole. À l'église, il y a un protocole. À l'église, il y a l'ordre. Dieu aime l'ordre. Et l'ordre veut que chacun soit à sa place. Et le président Kabila était à sa place. Son frère Moïse était à sa place. Voilà. Il n'y avait pas dans cette salle deux anciens présidents. Donc, il y en avait un, il était devant, les autres étaient derrière. Maître Trésor Lungungu, avant de vous laisser passer votre dernier message, on voudrait bien savoir par rapport à votre structure. Oui. Fondation Auguste Mampouya Forêt Verte. On ne vous sent plus. C'est comme s'il n'y a plus d'activité. Vous ne fédérez plus de force autour de vous. Non, les radars est un mouvement de réflexion. C'est juste opportuniste et quand il y a des grands moments politiques, vous intervenez pour vous exprimer et puis il n'y a plus rien. La réflexion n'aime pas les bruits. Nous réfléchissons. Nous laissons à ceux qui aiment faire les bruits faire les bruits. La réflexion n'aime pas les bruits. C'est vrai que je profite de ces plateaux, vous me faites la gentillesse de parler au nom des Asamaf de temps en temps, mais nous, on réfléchit et quand on réfléchit, on garde sa bouche, on ne fait pas trop de bruit. Nous écrivons et quand nous sommes invités, nous venons expliquer ce que, comme nous le faisons maintenant. Voilà, je pense que très bientôt, nous avons des analyses qui portent sur le fonctionnement de nos institutions. Nous avons pris du recul, nous avons observé. Et si je vous dis que nous sommes sortis de la Constitution depuis très longtemps, vous verrez très bientôt ce que les radars va produire, ce que Asamaf va produire. Nous sommes un groupe de réflexion. Nous ne sommes pas un groupe de masse. Nous n'envoyons pas les gens aller détruire. Nous sommes respectueux, nous sommes républicains. Mais quand on réfléchit, on ne parle pas trop. On ne fait pas beaucoup de bruit. Je sais que le fonctionnement des institutions vous tient à cœur, le respect de lois prescrites surtout, vous tient à cœur. La science, n'en parlons pas. Vous avez un dernier message à lancer, surtout par rapport à tout ce que vous venez de dire. Pour les gens qui vont nous prendre en cours, essayez de nous faire une petite, je dirais, conclusion, surtout par rapport à la loi, à la Cour constitutionnelle. La procédure n'a pas été respectée. On a organisé un tirage au sort alors que ce n'était pas les moments. Un juge compétent et intègre a été injecté de là. Ça a dérangé beaucoup de sensibilités. Un dernier mot peut-être. Les derniers mots concernant ce qui se passe à l'Est. Nous avons des militaires aguerris. Nous avons une armée très professionnelle. Le président Kabila, en quittant ce pays, a laissé notre armée à un très bon positionnement. Il suffit qu'on se concentre, qu'on donne les moyens à nos forces armées. Ils sont capables de dissuader toute aventure tendant à déstabiliser notre pays. Mais nous devons être cohérents dans ce que nous faisons. Commençons par interdire Rwandair qui ne fasse pas concurrence à Congo Ouest dans notre pays pendant que cet argent achète les armes pour qu'on nous attaque. Nous sommes dans la contradiction. Commençons par régler les problèmes avec Rwandair et tout le reste. Là, nous serons cohérents. Concernant la Cour constitutionnelle, c'est très malheureux. Il faut que les acteurs politiques se mettent ensemble pour parler de la CENI, de la loi électorale et de la Cour constitutionnelle avant les élections. On sauvera les peuples, on protégera l'intérêt général. Si on pense faire le contraire parce qu'on a des calculs, mais on n'est pas Dieu malheureusement, on est humain, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Évitons de préparer les désordres, un hold-up électoral, parce que peut-être ce qui pourra se passer, on ne va pas les maîtriser. Merci beaucoup. Merci bien. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis de partout à travers les mondes parce que nous sommes sur satellite. Cette émission touche à sa fin. Nous avons reçu pour vous le coordonnateur d'Auguste Mampouya Forêt Verte, une structure ASBEL coordonnée par Maître Trésor Lungungu, c'est lui notre invité. Nous avons parlé de tout sauf de rien, de l'actualité politique en RDC.
Vous qui nous avez suivis encore, prenez rendez-vous prochainement et je vous dis merci de nous avoir suivis. Au revoir.